Voilà le chef-d'œuvre, l'immense Notre-Dame de Paris. Pensez qu'il a fallu attendre 107 ans avant qu'elle ne se livre à l'admiration des Parisiens. Pensez au nombre d'ouvriers, d'artisans qui s'y employèrent et au savoir-faire qu'ils déployèrent. On raconte qu'on offrit à un jeune artisan parisien nommé Biscornet l'exécution des serrures et ferronneries du portail central. Cette commande inespérée, un véritable honneur, l'enthousiasme. Quel bienfait pour sa réputation. Avant de se sentir accablé par une implacable réalité, les dimensions modestes de sa forge. Comment mener sa tâche à bien et réussir un tel enjeu? Sans aide surnaturelle, c'est impossible. Alors, Biscornet signe un pacte avec le diable, qui promet de l'aider en temps voulu, contre son âme. Satan l'aida si bien qu'il fallut avoir recours à de l'eau bénite pour en ouvrir les portes. Mais le travail du métal est stupéfiant. Il est d'une incroyable finesse, et aujourd'hui encore, les spécialistes s'interrogent sur la façon dont on a exécuté ces étonnantes ferronneries. Hélas, Biscornet terrorisé est introuvable, et il meurt peu après l'achèvement de son œuvre. C'est dans la tombe qu'il emporte son secret, mais il nous laisse ces splendides ferronneries à admirer. Le parvis que nous avons sous les yeux est 6 fois plus étendu que par le passé. Eh oui, jadis, les maisons à colombages et les masures brinque-ballantes se blottissaient à l'ombre de la cathédrale. Cette promiscuité avec le bon Dieu rassurait sans doute. Et puis à l'époque, on n'avait pas besoin de faire de la place pour les cars qui déversent à chaque instant leur horde de touristes. Regardez ces marques sur le sol. Elles nous indiquent le tracé sinueux des vieilles rues qui enserraient autrefois la cathédrale. En 1865, le baron Haussmann, qui réinventa Paris, donna au parvis cet aspect pompeux de grande esplanade battue par les vents et les ventres. On trouve ici le point zéro des routes de France. Si tous les chemins mènent à Rome, toutes les routes partent d'ici. En fait, ce point zéro est le lointain héritier d'un poteau dressé sur ce parvis. C'était l'échelle de justice de l'évêque de Paris. Une manière un peu abrupte de rendre la justice. Les accusés venaient à cet endroit faire amende honorable et recevoir leur condamnation. Le quartier de l'île de la Cité est plein de souvenirs. Certains, pour le moins singuliers, nous révèlent un Paris étrange et mystérieux. Voyez la rue Chanoinesse et ces belles demeures du XVIe siècle où logeaient de nombreux chanoines. Eh bien, figurez-vous que là-bas, 2 siècles plus tôt, se trouvaient 2 maisons voisines, l'une occupée par un barbier, l'autre par un pâtissier. D'honnêtes activités commerçantes pour d'honnêtes voisins. Pourtant, dans cette rue, on a frissonné d'effroi. Dans la rue Chanoinesse du 4e arrondissement de Paris, en 1387, s'est déroulée, paraît-il, une incroyable affaire. Notre barbier avide comptait ses sous. Et pour arranger sa trésorerie, il égorgeait de temps à autre un client de passage qu'il dévalisait. Ingénieux, il avait bricolé une trappe qui basculait le corps directement dans sa cave. Or celle-ci communiquait avec celle de son voisin, un pâtissier. Celui-ci, d'une aussi piètre moralité que son confrère, lui proposa une association de bon voisinage. Faire disparaître les corps des victimes en enrichissant leur bourse.
La recette était simple, il suffisait de les cuisiner. Une fois hachés menus et bien épicés, le pâtissier en garnissait ses friands et ses pâtés, que les habitants du quartier s'arrachaient. Barbier et pâtissier prospérèrent. Notre jeune étudiant étranger fut le dernier ingrédient principal de cette macabre cuisine. Car son chien, au désespoir de ne plus voir son maître, hurla 3 jours durant à la porte de l'échoppe, excitant la curiosité des riverains. Condamnés au bûcher, les 2 complices périrent et leurs boutiques furent rasées avec interdiction de construire sur ces lieux avant longtemps. Éloignons-nous rapidement de ce sinistre endroit. Avançons un peu dans la rue Chanoinesse. D'autres surprises nous attendent, mais prévenons d'emblée les féministes. C'est la rue qui est chanoinesse, pas ses habitants. Au Moyen-Âge, pour venir vivre ici, il fallait être chanoine. Chanoine au masculin. La rue était carrément interdite aux femmes. Les religieux se méfiaient sans doute de la séduction de ces dames et craignaient leur propre concupiscence. Alors prudemment, on restait entre soi, entre chanoines. Nous voici au numéro 26. Ces maisons de chanoines se dressent ici depuis le XVIe siècle. Regardez, elle est là, notre machine à remonter le temps. Ces pierres tombales à demi effacées ont servi à daller la cour. Retrouvées il y a près de 300 ans, elles proviennent sans doute d'un cimetière ou d'une église du quartier. Mais attention, ces pierres n'ont pas été placées ici pour rendre hommage aux défunts ou sauvegarder des témoignages anciens. Elles permettaient simplement aux habitants de l'immeuble de rentrer chez eux à pied sec, et même en cas de crue de la Seine. Le centre de Paris reste entouré de légendes vivaces. Mais pour retrouver l'histoire du cœur de Paris, il nous faut accomplir un bond dans le temps, au VIe siècle. Clovis vient de mourir. Il a 45 ans et il a fait de Paris et de l'île de la Cité la capitale du royaume franc. Un royaume qu'il a étendu considérablement et qui soulève déjà des passions. Ses fils vont se disputer cet important héritage qu'ils considèrent comme un patrimoine. Et le VIe siècle voit ces luttes entre héritiers qui s'entredéchirent. Le royaume que Clovis avait eu tant de peine à unifier est partagé en 4 parts, plus ou moins égales, entre ses 4 jeunes fils. Thierry hérite de la partie Est, Clodomir de la région de la Loire, Clotaire du Nord et Childebert de l'Île-de-France et donc de Paris. Ici, l'histoire devient un peu confuse, mais elle retient que les fils de Clovis tuent les gêneurs, se font la guerre entre eux et se réconcilient. Childebert restera cependant roi de Paris pendant 47 ans, mais à l'époque, il bataille jusqu'en Espagne. Childebert a lutté avec succès en Espagne et rapporte à Paris 2 précieuses reliques, une croix d'or et l'étole de Saint-Vincent. Childebert, à la mort de son frère Clodomir, n'a pas hésité pour s'emparer du pouvoir à tuer ses neveux ou à les tondre, car les cheveux longs symbolisaient la royauté pour les Francs. Mais malgré la cruauté de ses actes, il éprouve un grand respect pour la religion et pense racheter ses fautes en lançant un énorme chantier sur l'île de la Cité. Cette inquiétude pour le salut de son âme, Childebert la doit au bon abbé Germain, le protecteur des pauvres, l'un de ses proches conseillers. Sous l'influence de Germain, Childebert remplace le vieux monument dédié à Jupiter sur l'île de la Cité par le plus beau des sanctuaires. C'est ainsi que s'élève la basilique Saint-Étienne, un monument imposant. Imaginez un peu, 5 nefs, 70 mètres de long, 36 mètres de large, la plus grande église du royaume. À l'époque, une basilique n'est pas conçue comme un édifice isolé. Elle forme au contraire une réunion de plusieurs lieux de culte. On adjoint donc à Saint-Étienne un baptistère placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste et une église, Notre-Dame déjà. Ce groupe épiscopal constitue le siège imposant de l'évêque Germain. À en croire ses ouailles, l'évêque n'a de cesse de puiser dans la cassette royale pour faire la charité. Il enlève même quelquefois le pain de la bouche de ses moines pour les donner à quelques malheureux de passage. Les frères enragent, mais n'osent rien dire à un saint capable de miracles. Car, murmure-t-on, Germain guérit les malades et les infirmes, délivre les possédés et même ressuscite des morts. Mais dans sa belle basilique Saint-Étienne, l'abbé Germain n'est pas encore satisfait.
Il veut aussi un bel écrin pour les précieuses reliques rapportées d'Espagne. Et il se montre éloquent. Childebert, tu dois construire une abbaye spéciale pour abriter les objets sacrés. Et Germain se propose d'administrer lui-même l'abbaye qui portera son nom. Ainsi commence l'ascension de Germain, ce modeste ecclésiastique qui deviendra un évêque puissant, puis un saint vénéré. Alors lentement se dresse sur la rive gauche, hors des murs de Paris, l'abbaye reliquaire qui deviendra Saint-Germain-des-Prés. Mais elle ne sera pas le seul édifice religieux à voir le jour à Paris. Bien au contraire, Paris se caractérise désormais par ses nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires. Ils se dispersent partout sur l'île de la Cité et sur les deux rives du fleuve.